J'ai le plaisir d'accueillir en fait et de vous présenter Valérie Costanzo, qui est professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM, et Chloé Dauphinet, qui est co-directrice et responsable des dossiers politiques à la, faut toujours prendre un grand respire, Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du Québec. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. Alors, leur présentation a pour titre Rêves et désillusions, mise en place du tribunal unifié de la famille. Et donc, elles feront à d'une présentation d'environ 40 minutes. À vous, mesdames. Merci beaucoup. Bonjour, merci. Alors, je vais commencer par m'introduire. Valérie Costanzo, avocate depuis 2016, professeure au département des sciences juridiques depuis 2023. Tout d'abord, merci Maude pour l'invitation, Simon pour la coordination, Chloé pour avoir travaillé avec moi dans cette présentation. Je pense que ça va être quelque chose de stimulant. On a pensé à des choses qui allaient être plus interactives et on l'a pensé dans un esprit qui allait mettre un peu en lumière justement ce partenariat entre le communautaire et les universitaires, à savoir comment mettre ensemble nos savoirs, être au service, puis enfin l'idée des universitaires aussi au service du terrain et des personnes sur le terrain. Merci. Donc, comme Maude m'a déjà présenté, je ne prendrai pas plus de temps, mais pour ceux et celles qui ne connaîtraient peut-être pas la Fédération, donc la Fédération, c'est un organisme de défense collective des droits qui est aussi un regroupement national. Puis, sa mission a essentiellement là, deux volets, donc la défense collective des droits et des intérêts des familles monoparentales et recomposées, puis aussi de soutenir et représenter politiquement nos organismes membres, dont des organismes qui travaillent là, auprès des familles dans différentes régions du Québec. Donc, la Fédération en bref. Puis ben, moi aussi, je voulais remercier là, Simon pour nous avoir réunis. Puis comme disait Valérie, on avait aussi travaillé ensemble dans le passé. Ben, en fait, la Fédération s'était intéressée aux travaux de Valérie. Donc, c'est vraiment un plaisir de faire cette présentation-là ensemble ce midi. Je ne sais pas si je suis trop loin ou trop près du micro. Ça va? OK. Je ne suis pas habituée de parler au micro. Donc, voilà. Mais si vous me le permettez, là, avant de plonger dans le projet de loi 91, je voudrais faire un petit là, retour dans le passé. Donc, notre groupement, la Fédération, est né en 1974. Donc, ça fait un peu plus de 50 ans que le regroupement a été créé, au départ sous le nom du Carrefour des associations de familles monoparentales du Québec. Puis c'était à la suite d'un teach-in qui avait eu lieu à Sherbrooke où s'étaient rassemblées des associations 27 associations dans le cadre de la Semaine nationale de la famille, puis des parents uniques, comme on les appelait à l'époque. Puis, dès la création, là, la volonté, c'était d'agir pour des changements sociaux et juridiques. Donc, on peut penser à politique familiale, services de garde accessibles, tout ce qui est lutte à la pauvreté des enfants, donc les pensions alimentaires. Puis, c'est ça, par rapport aux changements juridiques, là, améliorer l'accès à la justice pour les familles, aussi la déjudiciarisation, c'est difficile à dire ce mot-là, comme on peut penser à la médiation familiale. Donc, c'était tous des enjeux qui étaient là dès le début de la création, là, quand il y avait eu les premières discussions là, sur les problématiques vécues, puis qui s'étaient intéressés à, OK, comment on pourrait défendre collectivement les droits des familles monoparentales. Puis, comme on a mis un des articles de journaux qui parlait de la création, puis dans cet article-là, là, il y avait déjà la mention de la revendication de la création d'un tribunal unifié de la famille. Donc, déjà, là, c'était dans les premières revendications identifiées là, il y a un peu plus de 50 ans. Mais justement, on se questionnait si, là, depuis 50 ans, ben, il y a 50 ans, c'était déjà dans l'air du temps. Est-ce qu'il y a des raisons, on le sait, il y a des obstacles, mais ce seraient lesquels, selon toi, qui ont peut-être eu le plus nuit là, à cette revendication-là qui a fait que pendant 50 ans, il n'y a pas eu de tribunal? Bien. Alors, pour mettre la table, déjà, on peut se dire qu'un tribunal unifié de la famille, ce n'est pas une nouvelle idée. C'est une vieille idée. Dans les années 70, c'était déjà répandu dans les revendications à travers le Canada. Donc, c'est pas juste quelque chose de propre au Québec. À travers le Canada, on se disait, il y a un morcellement des tribunaux judiciaires qui
traite des enjeux familiaux. Et ce morcellement-là est associé à la Constitution canadienne. J'en parlerai très peu, mais en une phrase, dans la Constitution canadienne, on prévoit que le mariage et le divorce est de compétence fédérale. Pourquoi? Parce que en 1867, au moment de la Confédération, les deux peuples considérés étaient les catholiques et les protestants, merci, de sorte qu'on voulait un peu protéger le droit au divorce où cette pratique n'était pas nécessairement répandue, mais acceptée auprès des protestants, et respecter le fait que les catholiques, principalement situés sur le Bas-Canada, c'est-à-dire au Québec désormais, pouvaient ne pas se salir les mains en légiférant sur des questions de divorce. Donc, tout le monde était d'accord pour dire très bien, ce sera une compétence fédérale. Et en découlant de ce partage des compétences, bien, les tribunaux ont été séparés dans leurs compétences respectives. La Cour supérieure à travers le Canada, une institution qui est aussi inscrite dans la Constitution canadienne, qu'on ne peut pas modifier sans modifier la Constitution, allait avoir compétence en matière de mariage, divorce et de ce qu'on appelle des questions accessoires, donc tout ce qui est associé à ces questions-là, incluant la pension alimentaire pour enfants, etc. Et les cours provinciales qui se sont changées à travers les années. Aujourd'hui, on parle de la Cour du Québec, traiterait des autres enjeux de droit civil, de droit privé, de droit familial. Alors ça, c'était un enjeu à travers le Canada. Dès les années 1970, on se disait, ça marche pas. Ça crée des enjeux d'accès à la justice des familles, ça crée de la confusion, ça crée des parcours parfois multiples. Ça crée aussi une instrumentalisation des tribunaux, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être plus de moyens, qui vont être capables de dire, ah ben, on n'est pas content d'une décision dans un tribunal, on va se réessayer, puis on va faire ce qu'on appelle un appel déguisé. On va se rendre devant l'autre tribunal, on va essayer une autre trajectoire pour s'en sortir. Et donc, il y avait un consensus, je vous dirais, à travers le Canada pour dire que ce serait mieux de rapatrier carrément les compétences. Et là, à la fin des années 70, début des années 80, vous voyez un peu où je m'en vais avec ça, c'est-à-dire des négociations constitutionnelles importantes qui n'ont pas abouti favorablement à ce repartage des compétences. Au début des années 80, le gouvernement du Québec, gouverné par le premier ministre René Lévesque, avec le ministre de la Justice Marc-André Bédard, avait pensé à créer ce qu'ils appelaient à l'époque le tribunal de la famille, mais en prévision d'une éventuelle indépendance du Québec, indépendance qui ne s'est pas avérée. On connaît aussi cette histoire-là. Et donc, à travers les autres provinces canadiennes, graduellement, il y a des tribunaux unifiés de la famille qui se sont instaurés. Et donc, si on prend une province à laquelle on se compare souvent, en Ontario, dès 1977, on a commencé des projets pilotes, on a créé des tribunaux unifiés de la famille en ayant ce souci d'avoir un tribunal, donc un tribunal unique avec des services d'orientation, ce qu'on appelle un guichet unique aussi, et des juges spécialisés ou des juges formés en la matière. Et à travers les années, à travers les décennies, jusqu'à aujourd'hui, l'Ontario n'est pas à 100%, équipé en matière de tribunaux unifiés de la famille, mais est à peu près à 75%, 80% de ce déploiement. Au Québec, ça ne s'est pas produit parce qu'on ne s'est jamais mis d'accord essentiellement sur comment est-ce que ce tribunal allait exister. Dans les autres provinces, il a existé par le biais de la Cour supérieure, donc en respectant le partage des compétences et en acceptant de déléguer ce qui est normalement des compétences provinciales vers la Cour supérieure, qui est une cour où est-ce que les juges sont nommés par le fédéral. Donc en acceptant de déléguer. Chose que le Québec, peu importe qui a été à la tête du gouvernement, a refusé de faire. Et donc, aujourd'hui, on est dans une autre approche dont on va vous parler un peu plus en détail, mais je vais quand même vous exposer c'est quoi les caractéristiques qu'on attribue aux tribunaux unifiés de la famille. Et là, c'est intéressant parce que puisqu'ils existent dans d'autres provinces canadiennes, puisqu'ils ont été déployés de différentes manières, ben, on a également des études qui sont venues évaluer ces tribunaux-là pour déterminer c'est quoi les facteurs qui font en sorte que c'est une réussite. Parce que je vais vous dire tout de suite, c'est pas la panacée. C'est une très belle idée, le principe est génial, c'est-à-dire on veut favoriser l'accès à la justice, mais encore faut-il qu'il y ait des principes qui soient présents. Quels sont-ils? Une seule juridiction. Donc déjà, ça semble banal, mais on va le voir, ce n'est pas tant que ça. Donc vraiment un tribunal qui aurait l'ensemble des compétences pour traiter de l'ensemble des enjeux.
Cette question de juge spécialisé, donc la question de formation des juges, on va y revenir, mais c'est quelque chose qui est présent. Et donc, de s'assurer qu'il y ait ce suivi, ces compétences, cette formation, cette sensibilité. À travers ça, il y a l'idée, est-ce qu'il y a des juges uniques? Est-ce que c'est des juges qui vont suivre les mêmes dossiers, éviter l'espèce d'éparpillement, puis la perte d'information ou la perte de cohérence carrément? Et pas juste la question judiciaire en elle-même, mais ce qu'on appelle une gamme de services développés, des services complémentaires, que ce soit sur la base de l'orientation, par où commencer, que ce soit sur la base de moyens de déjudiciariser, des services de médiation, par exemple, des services de conciliation, mais également des services d'information, etc. Donc, vraiment déployer une gamme de services qui pourraient favoriser le fait que les familles obtiennent les services dont elles ont essentiellement besoin. Et pour parler je vais dire, un vrai tribunal unifié de la famille ou quelque chose dont on peut se féliciter, il faut réunir l'ensemble de ces caractéristiques. Ça, c'est ce qu'on retient des expériences canadiennes et dans une étude faite en 2009 par le ministère de la Justice du Canada, mais c'est vraiment ce qui est ressorti, même pour catégoriser, selon les provinces, est-ce qu'ils avaient véritablement créé un TUF ou un quasi-TUF ou pas du tout un TUF, TUF étant Tribunal unifié de la famille. Voilà pour la mise en bouche. Merci. Donc, si on revient un peu plus là, sur le projet de loi 91, concrètement, là, la loi instaurant le tribunal unifié de la famille au sein de la Cour du Québec, bien, en fait, quand le projet de loi a été déposé là, à la fin du mois de février cette année, ben, nous, à la Fédération, on avait accueilli ça évidemment comme une bonne nouvelle. Tu sais, c'était une revendication historique de notre fédération. C'était aussi une revendication qui avait été réitérée là, dans le cadre de la réforme du droit de la famille, puis notamment aussi là, avec l'instauration d'un nouveau régime conjugal, là, l'union parentale. Donc, ça avait été aussi porté plus récemment là, à l'intention du ministre de la Justice, notamment c'est ça, dans le cadre des commissions parlementaires là, sur le projet de loi de l'union parentale. Donc, notre intérêt pour le TISUF, ça avait toujours été de simplifier le parcours judiciaire des parents puis des familles, comme Valérie le disait, là, sous un guichet unique avec des juges spécialisés, des procédures simplifiées. Puis, ça venait du fait que nos organismes membres sur le terrain, ils constatent là, le parcours qui est souvent presque un parcours du combattant là, pour certains parents, beaucoup d'obstacles. Donc, c'était vraiment l'idée de simplifier les parcours judiciaires des parents, puis aussi, comme je pense que Valérie a donné un exemple, mais même pour éviter, par exemple, des décisions contradictoires, des procédures abusives. Donc, positivement, on se disait, wow, finalement, la création d'un TUF. Mais rapidement, là, après la première lecture, déjà, on se demandait si ça répondait réellement à nos aspirations, si ça venait vraiment simplifier là, le parcours des familles. Puis, en analysant, là, puis en se tournant aussi vers des organismes alliés, des personnes comme Valérie, qui travaillent sur ces questions-là, puis des personnes qui travaillent auprès des victimes et des survivantes de violences conjugales et familiales, bien, on se rendait compte qu'on avait non seulement des doutes, que ça ne répondait pas tout à fait à nos aspirations, mais aussi, même on avait des craintes là, pour des risques potentiels. Mais je vais peut-être laisser Valérie là, expliquer un peu plus concrètement ce qu'il y avait dans le projet de loi 91, puis aussi ce qui était absent du projet de loi. Bien. C'est un gros, C'est un gros morceau, oui. ça aussi. Le projet de loi 91, qui est devenu la loi 91, prévoyait qu'on allait créer un tribunal unifié de la famille. Vous voyez que je commence à utiliser des guillemets. Je dis ça, je dis rien. Au sein de la Cour de la Cour du Québec. Donc, de la Cour provinciale, au sein de la Cour du Québec, on allait créer une nouvelle division qu'on appellerait le tribunal unifié de la famille et qui viendrait traiter des questions associées à la séparation, la garde d'enfants, des questions accessoires pour des familles unies civilement, dont les parents qui ont contracté une union civile, ou encore pour les familles dont les parents sont en union parentale. Union parentale qui est le régime nouveau relativement à créer des protections juridiques pour les parents d'un même enfant qui est né à partir du 30 juin 2025. Alors, pour ces questions-là, le tribunal unifié de la famille serait compétent. On est venu ajuster, puis on va le voir tout à l'heure, là, on est venu ajuster certains partages des compétences, mais en fait, on n'a pas touché à la Cour du Québec telle qu'elle existe, le tribunal, la Chambre de la jeunesse,
On n'a pas touché à la chambre familiale de la Cour supérieure parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est dans la Constitution. Et donc, on a ajouté quelque chose au sein de la Cour du Québec qui traiterait de certaines familles et de leurs questions juridiques. De sorte que, quand on s'est présenté en commission parlementaire, la grande question, c'était pourquoi appeler ça un tribunal unifié de la famille si déjà on n'a pas le premier critère, c'est-à-dire un guichet unique ou un tribunal unique. Et là, on se retrouve avec un processus parlementaire, comme vous voyez, qui s'est déroulé très rapidement. Alors, février 2025, on présente la chose. Les consultations ont lieu un mois plus tard. Et à la fin mars, il y a l'étude détaillée en commission. Même pas la mi-avril, c'est adopté. Avec des modifications qui ont été faites, mais des modifications, je vais dire mineures. Avec le tribunal unifié de la famille, on est venu créer un régime qui est un peu différent sur le plan de la procédure également. On est venu instaurer la médiation obligatoire, sauf exemption. Puis ça a été un grand travail en commission parlementaire, notamment de la part de la Fédération, avec d'autres groupes communautaires qui se sont déplacés pour dire il y a des enjeux ici sur la médiation obligatoire, particulièrement dans un contexte où il y a la violence conjugale. Donc ça a amené éventuellement à créer cette exception, médiation obligatoire, sauf dans des contextes où est-ce qu'une personne aurait déclaré se serait rendue dans un lieu pour avoir une attestation qu'elle s'est rendue, par exemple, dans une maison d'hébergement pour des enjeux de violence conjugale. Donc, on a créé ça. Ou encore, s'il y a une décision contraire là, du tribunal qui juge que la médiation obligatoire ne fonctionne pas. Plein de questions au sujet de ce processus-là auquel on y reviendra. Avec une autre procédure qui n'est pas la même qu'en cour supérieure, sur laquelle on pourra revenir aussi. Bref, un tout nouveau parcours pour certaines familles et beaucoup de points d'interrogation et une certaine, je vais dire, obstination du gouvernement, pour ne pas dire du ministre, par rapport à ce projet-là. Là, je me permets de vous le dire parce que je lui ai aussi dit lorsque j'étais présente en commission parlementaire, on ne parle pas tout à fait d'un tribunal, il n'est pas unifié, c'est seulement certaines familles. Et on voit un peu une stratégie de communication politique qu'on a vue quand même souvent, c'est-à-dire nommer quelque chose pour qu'elle représente, hein, qu'elle ait un sens, ne serait-ce que dans les discours publics, et qu'elle représente quelque chose de fort dont on parle depuis 50 ans. Mais en fait, quand on regarde sous la surface, on se rend compte que c'est pas ce qu'on nous dit. Et donc, pour dire que c'est pas la première fois que ça se produit, si je prends un autre exemple de quelque chose qui faisait consensus socialement, la création d'un tribunal spécialisé en matière de violence sexuelle et de violence conjugale, quand on creuse sous la surface, il est question d'un service d'accompagnement. Pourtant, on l'appelle le tribunal spécialisé. Donc, on se retrouve un peu dans une nouvelle itération de nommer quelque chose alors que ce l'est pas. Et donc, on vide les mots de leur sens parce qu'ils ont quelque chose de politique, finalement, qui est derrière ça. Oui, alors, je reviendrai à ça ensuite, ça te va? Oui. Ben, je pense que Valérie l'a déjà abordé, mais c'est ça. Nous, quand on a écrit le mémoire, puis excusez-moi, je pensais que quelqu'un voulait poser une question. Donc, quand on écrit le mémoire, là, on avait des doutes, puis justement, des risques, là, comme je disais tantôt. Puis quand on est allé en commission parlementaire, on avait beaucoup de questions. D'abord, on se questionnait sur le petit nombre de familles qui seraient concernées au présent, parce que, comme on le sait, les unions civiles sont assez impopulaires depuis leur création, donc c'est très peu de familles. Puis aussi pour le futur, parce que même si on dit oui, mais les parents en union parentale vont être concernés par ce tribunal-là, certes, mais c'est pas tous les parents d'enfants. Tu sais, oui, c'est les parents d'enfants communs nés après le 30 juin 2025. Donc déjà, ça exclut plusieurs enfants, plusieurs familles, mais aussi on ne sait pas les comportements conjugaux nécessairement, comment ils vont se présenter dans le futur. Est-ce que il pourrait avoir un regain pour le mariage? Tu sais, ça reste que, OK, oui, dans le futur, ça va peut-être concerner plus de familles, mais encore là, on n'a pas une boule de cristal non plus. Donc, on se questionnait la pertinence due au fait que c'était très peu de familles pour l'instant. Puis aussi, ben, par rapport à la complexification, comme Valérie va en parler là, dans la prochaine diapositive avec le morcellement, mais que nous, on venait demander à simplifier le parcours des familles, puis finalement, on vient complexifier
Donc là, non seulement on a créé une nouvelle union avec un nouveau type d'union avec l'union parentale. Donc déjà, les gens sont confus dans leurs droits liés à ce type d'union-là. Puis là, en plus, ce type d'union-là a un effet sur le parcours judiciaire potentiellement par la suite. Donc ça venait en ajouter une couche. Puis aussi pour les organismes qui les accompagnent, ben, la charge et la complexité que ça représente pour eux, euh, ben, on se demandait finalement si on ne venait pas créer ou nourrir un problème, mais peut-être que tu peux Et- expliquer le morcellement plus Parfait. Ben, précisément. avant de me lancer, là, je sais que le tableau, il est peut-être pas super clair pour les personnes dans la salle, mais ça vous donne quand même une idée du morcellement. Avant de plonger en détail dans ce tableau que vous voyez à l'écran, si le ministre était dans la salle aujourd'hui, il vous dirait, c'est pas un tribunal unifié de la famille encore. C'est l'intention d'avoir un jour un tribunal unifié de la famille parce qu'il y aurait des négociations constitutionnelles qui aboutiraient, ou encore d'autres diraient il y aurait un projet d'indépendance qui aboutirait, je le soulève. Et donc, ce serait une première étape vers un véritable tribunal unifié de la famille, même si aujourd'hui, c'en est pas un. Voilà, je vous le dis pour me donner bonne conscience si le ministre était dans cette salle. Combien de familles sont concernées? Effectivement, ça soulève une question. Puis avant de poursuivre, j'ai juste, mettons, à main levée dans la salle pour me donner un indicateur. Est-ce que tout le monde est familière avec l'union civile, l'union de fait, l'union parentale, le mariage? Ça va? Pas pire? Alors, je vais faire en une phrase. Le mariage, je pense que ça va. Là, je tiens pour acquis que tout le monde sait ce qu'est le mariage. L'union civile est un calque du mariage qui a été créé par le Québec au début des années 2000 en attendant que le Canada légalise le mariage pour tous, donc incluant pour les couples de même sexe. Et donc, en attendant que ce soit possible au Canada, le Québec a fait un petit tour de passe-passe pour créer une institution provinciale calquée sur le mariage qui a permis à des personnes de même sexe, des couples de même sexe, d'officialiser leur union. Même si le mariage est devenu légal au Canada entre des personnes de même sexe à partir de 2005, l'union civile est demeurée. Ceci dit, il y a à peu près 100 unions civiles par année qui sont contractées. Donc, je ne parle pas de séparation encore, là, donc une centaine d'unions civiles. C'est très peu. Elle n'a pas la popularité, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas non plus, je vais dire, le prestige, merci, c'est ce que je cherchais, le prestige du mariage. L'union de fait, alors c'est des situations où est-ce que des personnes sont en couple, se présentent comme un couple, en général font vie commune également, sans avoir formalisé leur union par une institution qu'on connaît, telle le mariage ou l'union civile. Et l'union parentale est venue à la suite de, ma foi, luttes importantes, notamment féministes, pour venir créer des protections juridiques pour des couples qui ne se marient pas et où est-ce qu'il y a des déséquilibres économiques importants qui vont se produire, particulièrement quand c'est des unions de longue durée, particulièrement quand ces personnes ont eu des enfants, particulièrement dans un contexte hétérosexuel. Alors, l'union parentale a été créée. À partir du 30 juin 2025, les enfants qui naissent de parents qui ne se sont pas mariés ou pas unis civilement, il y a un régime juridique qui va venir éventuellement s'appliquer aux parents s'ils se séparent ou en cas de décès de l'un d'eux. Voilà le portrait des types de conjugalité, j'appelle ça comme ça, et qui vont se refléter dans le tableau que vous avez devant vous, que j'ai séparé en deux institutions. Alors, on tombe dans la complexification, puis le morcellement, puis même cette différence de parcours. Dans les deux premières colonnes qui sont à gauche, c'est la Cour supérieure. Et dans les trois colonnes qui sont à droite, vous avez la Cour du Québec. Puis j'ai maintenu dans ce tableau les deux chambres criminelles et pénales pour inclure et rendre visibles les enjeux de violence conjugale, familiale, lorsque c'est des situations qui seront judiciarisées. Parce que vous le savez, c'est un enjeu répandu et donc qui affecte, encore une fois, les familles, les enfants. Maintenant, désormais, la Cour supérieure dans sa chambre familiale va continuer de traiter de toutes les questions qui relèvent des couples mariés ou des couples en union de fait, c'est-à-dire tous les enfants sont nés avant le 30 juin 2025. Toutes les questions accessoires aussi, l'émancipation, la tutelle aux personnes mineures, etc. Les questions relatives à l'autorité parentale, incluant la déchéance, et tout ce qui est relatif à la filiation de naissance. Alors, on parle de filiation par le sang ou par la reconnaissance. On parle également de filiation dans un contexte de procréation assistée avec l'implication génétique d'un tiers, mais on exclut la grossesse pour autrui. OK? Grossesse pour autrui, on fait un saut
à l'extrême droite, excusez-moi l'expression, du tableau. Et donc, la grossesse pour autrui, qui était aussi un régime de droit nouveau, hein, qui a été créé en 2022 par le législateur québécois, ben, on a utilisé un peu tous ces nouveaux régimes créés, sont venus justifier l'existence du tribunal unifié de la famille. Donc, la grossesse pour autrui, puis les questions relatives à la grossesse pour autrui, au tribunal unifié de la famille. OK? Mais là, si ce couple est marié éventuellement puis qu'il se divorce, il va falloir qu'il change de tribunal, mais ça, c'est une autre question pour une autre fois. OK. Toujours au tribunal unifié de la famille, vous avez désormais les couples unis civilement, également les personnes en union parentale qui se séparent et les questions que je vais dire accessoires, pension alimentaire, etc. La Chambre de la jeunesse, on n'y touche pas en tant que telle. On est venu faire une modification qui est intéressante, mais qui soulève d'autres enjeux quand même. C'est-à-dire, la Chambre de la jeunesse reste comme telle et est désormais compétente également pour trancher sur des enjeux relatifs à la pension alimentaire pour enfants, qui était vraiment un problème pendant très longtemps, c'est-à-dire il y avait des situations qui n'étaient pas à la chambre familiale pour des questions de séparation, qui se retrouvaient devant la Chambre de la jeunesse dans un contexte où il y a une intervention de la DPJ, qui allait attribuer la garde à un parent, par exemple, mais qui n'avait pas la compétence pour traiter la pension alimentaire pour enfants. Fait qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait retourner à la Cour supérieure juste pour la pension alimentaire pour enfants. C'était compliqué. Alors, désormais, la Chambre de la jeunesse peut traiter également de pension alimentaire pour enfants. Je veux dire qu'avec le volume de ces dossiers et le fait qu'ils n'ont jamais touché à ça, il y a certaines craintes, il y a certaines résistances. On va voir ce que ça donne. Et dans ce portrait-là, vous avez la fragmentation qu'on n'est pas venu diminuer, au contraire, qu'on a augmenté. Et je pense que même si c'est pas très lisible et joli comme format, c'est un bon reflet, finalement, de la réalité. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop découragés à ce point-ci, là, avec le morcellement. Je vois des visages un peu découragés parce qu'on avait d'autres questionnements là, avec la loi 91. Donc, ben, Valérie en a déjà un peu parlé là, par rapport à la formation des juges. C'est quelque chose qui, dans les dernières années, on a quand même beaucoup discuté là, avec les enjeux là, de violence conjugale, sexuelle. Puis, c'est ça, pour les victimes et les survivantes de violences conjugales, familiales notamment. Donc, c'est des questions qui étaient davantage discutées. Puis, ça nous amène à nous questionner, ben, dans le cadre de ce tribunal-là unifié de la famille, est-ce qu'il va y avoir des formations? Est-ce que les tribunaux vont avoir des ressources? Tu sais, on le voit que ça ne va pas nécessairement de soi. Donc, c'est sûr que ça créait des doutes par rapport à la formation des juges. Puis, ben, j'ai envie de te demander tout de suite, est-ce que pour toi, tu penses que c'est un tribunal qui est spécialisé? Tu sais, qu'est-ce qu'il y aura de spécialisation dans ce tribunal? C'est pas un tribunal spécialisé, en bref. Vous l'aurez entendu. Puis une autre critique qu'on avait, que Valérie a mentionné un peu tantôt, là, c'était par rapport à rendre le processus de médiation là, obligatoire. Pour la fédération, ça a toujours été, ben, en fait, la médiation est une bonne chose, mais il y a quelque chose d'incohérent dans la rendre obligatoire puisque ça doit être un processus qui est volontaire. C'est une démarche qui peut être pertinente pour des parents, mais qui convient pas à toutes les situations. Puis ça peut même être dangereux là, dans le cas et dangereux ou désavantageux aussi dans le cas, par exemple, de la violence où il y a de la violence conjugale ou de la violence conjugale post-séparation. Puis, comme Valérie le mentionnait, tu sais, par exemple, si une mère aurait subi de la violence conjugale, mais qui n'est pas soit reconnue criminellement ou qu'elle ne s'est pas rendue dans une maison d'hébergement là, tu sais, pour avoir l'attestation, ben OK, il y a une exemption qui est prévue pour des motifs sérieux, puis dans ces cas-là, mais est-ce que le fait que c'est obligatoire, ça ne crée pas une pression induite? Il y a des personnes, des fois, c'est difficile à reconnaître la propre violence qu'on subit. Donc, c'est sûr que pour nous, c'était une grosse critique qu'on avait que de rendre la médiation obligatoire. Puis aussi, par rapport à la procédure simplifiée, qui est prévue là, en cas d'échec de la médiation, ben, c'est une séance de conciliation devant un ou une juge, puis une audience sommaire. Mais on se demandait, est-ce qu'il pourrait avoir des impacts là, négatifs d'une telle procédure ou
juste ça pourrait être quoi les impacts de ce processus-là simplifié. Puis sinon, est-ce qu'il y a des avantages, là? Tu sais, on dirait que ma question est... Mais tu comprends ce que je veux OK. dire? C'est une longue Oui, liste de ben questions. veux-tu... Non, on va rester ici pour OK, l'instant, parfait. puis on va naviguer à travers ça. Vous voyez, c'est quand même pas un sujet léger, là, Mm. j'en suis consciente. Donc, on va essayer de rendre ça quand même clair dans la mesure du possible. Bon, déjà sur le plan de la formation, le tribunal vie de la famille est déjà en vigueur. Donc, avec la création de l'union parentale qui est entrée en vigueur le 30 juin, on a prévu certaines dispositions et à partir du mois d'octobre, le tribunal vie de la famille existe au Québec. Ce qu'on voit, ceci dit, c'est qu'il prend différentes formes selon les régions. Et je n'ai pas d'études à vous mettre sous la dent par rapport à ça, parce que tout est en train de se faire un peu comme on construit un avion en plein vol, incluant cet été des juges qui étaient associés en fait à la Chambre civile de la Cour du Québec, qui allaient être saisis éventuellement des questions du tribunal unifié de la famille, qui n'ont pas pratiqué en ces matières, ni comme avocat-avocate, ni comme juge. Et donc, cet été, c'était un peu à l'emporte-pièce le fait de leur donner la base. Bon, alors, je ne sais pas où ils en sont, mais on est loin d'une formation pointue, aiguisée, spécialisée. Et en commission parlementaire, alors que par le passé, le ministre de la Justice a créé certaines formations, il s'est un peu ingéré dans ce qui relève normalement du Conseil de la magistrature relativement aux juges, a refusé de se prononcer et d'en faire plus sur le plan de la formation des juges en disant qu'ils étaient déjà très bons et bonnes et qu'on devait leur faire confiance. À Montréal, ceci dit, la Chambre de la jeunesse, qui est dans une institution complètement à part sur Bellechasse, ne changera pas. Et donc, ce sera au palais de justice, mais non pas à la Cour supérieure du deuxième étage, mais à la Chambre civile de la Cour du Québec, où est-ce que les questions du tribunal unifié de la famille seront traitées, quelle formation, quelle spécialisation, je ne peux vous dire. Après, je ne veux pas remettre en question le fait que les juges vont prendre très au sérieux leur rôle, vont manger des croûtes et apprendre sur le tas, mais il faut soulever justement ça, c'est-à-dire ce ne sont pas des personnes qui ont été formées a priori exhaustivement sur ces questions, particulièrement quand on tombe dans des enjeux compliqués tels la violence conjugale, la violence familiale. Ce qui est un peu ta deuxième question, donc sur le plan des craintes, des désillusions même au-delà, ben, c'est toute la présence en commission parlementaire pour dire on manque d'outils de dépistage. Je vois Maître Claudine Cusson qui est ici, qui est à la tête de l'Association des médiateurs médiatrices familiales du Québec, qui, évidemment, est heureuse qu'il y ait de la médiation familiale, mais qui a aussi dit il n'y a pas assez de formation pour du dépistage de violence conjugale. Il faut qu'on favorise la formation des médiateurs médiatrices pour soulever des drapeaux rouges puis mettre fin à la médiation quand ça ne fonctionne pas, incluant dans des situations, comme tu dis, Chloé, où est-ce que il n'y a pas nécessairement une volonté, puis il y a une crainte de se désister de ses propres droits. Donc, chez les victimes survivantes de violences conjugales, de ne pas aller jusqu'au bout. Et donc, tout ceci a été soulevé. Sur le plan de quelles ressources seront déployées, il y a certains partenariats qui ont été faits avec le Barreau du Québec. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner concrètement. Qu'est-ce que ça va donner, incluant sur le plan des ressources pour cette médiation obligatoire, gratuite pour essentiellement l'équivalent de 5 heures, alors qu'il y a plein d'avocats-avocates qui n'acceptent pas de faire la médiation à si faible taux. Des enjeux régionaux, est-ce qu'on n'a pas accès à des médiateurs, médiatrices? Bon, je pourrais continuer longtemps. On attend de voir qu'est-ce que ça va donner. La médiation obligatoire, je vais juste me permettre de soulever un petit paradoxe dans le discours qui est présent, notamment en faisant un parallèle entre l'union parentale puis toute la pression entourant le fait que les gouvernements successifs, et particulièrement celui qui est à la tête en ce moment, qui a créé l'union parentale, ne voulaient pas marier les gens de force. Quelque chose de très présent, je vois Hélène Bello qui est au fond de la salle, qui en a parlé beaucoup, à savoir, souvent quand on sait que dans les couples qui ne se marient pas, il y a une personne qui ne voulait pas se marier, que 8 fois sur 10, cette personne qui ne voulait pas se marier, c'était l'homme dans un couple hétérosexuel, etc. Puis là, toute cette idée entourant l'autonomie, la volonté, on ne veut pas marier les gens de force. Et là, ben, paradoxalement, on veut les envoyer de force en médiation. Alors que la médiation, le principe même est volontaire, l'autonomie, la volonté, oups, qu'en est-il devenu? Qu'est-ce qu'on en pense? Soudainement, on se retrouve plutôt dans une logique qui est celle des gouvernements et des logiques néolibérales de nouveau management public, c'est-à-dire tout pour l'administration de la justice, tout pour la célérité. Ça va avancer, c'est bon la médiation, on désengorge des tribunaux, et on va. Puis il y a plein de beaux avantages à la médiation. Je ne veux pas dire que c'est pas une bonne idée, mais qu'un des principes fondamentaux, ce serait une question de la volonté
de s'entendre, la volonté de discuter, d'être dans des circonstances qui sont adéquates également pour ce contexte-là. Je vais vous parler un instant de la procédure dans les deux tribunaux, mais je vois l'heure qui passe. Et vous avez un nouveau tableau pour vous dire que selon que vous êtes marié, uni civilement, selon que vous êtes en union de fait avec des enfants nés avant le 30 juin ou que vous êtes en union parentale, vous allez vous retrouver dans un parcours qui sera différencié. Puis je pense que c'est important de parler de ce traitement différencié sur la base du statut conjugal. Il n'y aura pas de médiation obligatoire en matière familiale à la Cour supérieure. Elle n'est pas obligatoire, elle est sur une base volontaire. Il y a des services gratuits, etc. On peut choisir de faire ce qu'on appelle une conférence de règlement à l'amiable. On peut y mettre fin à tout moment. On a le droit de changer d'idée. On se rendra à procès. Du côté du tribunal unifié de la famille, il y a cette médiation obligatoire, sauf exemption, sauf motif grave. Et si ça ne fonctionne pas, cette médiation-là, et on se retrouve dans la suite du parcours judiciaire, on pourrait choisir de faire le parcours dit simplifié de conciliation et d'audience sommaire. Et le projet, enfin la loi va aussi loin que dire que la conciliation a lieu le matin et si ça ne fonctionne pas, le ou la même juge traite de l'audience sommaire l'après-midi. Pour vous dire à quel point on s'en loin dans comment est-ce qu'on gère les tribunaux. Et on dit également que de ce processus-là, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus en ressortir à moins que le ou la juge en décide qu'on va mettre fin à ce processus-là. Ce serait possible de dire on veut le faire puis de se désister avant que ça ait commencé sur la base d'un motif grave comme la violence familiale, mais une fois qu'on a commencé, on ne peut pas s'en sortir. C'est ça. C'est ça, les parcours différenciés, en bref, qui soulèvent plein d'interrogations, incluant, je ne l'ai pas nommé, mais je vais dire en 10 secondes, c'est-à-dire les avocats et les avocates qui travaillent en matière familiale aussi sont plutôt, je vais dire, préoccupés d'avoir à naviguer à travers différents tribunaux qui fonctionnent selon différentes procédures, selon différents statuts conjugaux, avec eux, elles aussi, des ressources et des formations à faire et limitées. On va y aller rapidement, là, mais encore à ce jour, là, on n'a pas eu d'indication en ce qui concerne des services complémentaires pour les familles, tant des services là, juridiques que psychosociaux qui sont habituellement là, prévus dans le cadre d'un tribunal unifié de la famille. Puis aussi, on se questionnait parce que en tant qu'organisme qui œuvre dans le milieu, on n'a toujours pas non plus eu de nouvelles par rapport ou des échos avec des ponts qui pourraient être faits avec le milieu communautaire. Donc, évidemment, ça nous questionnait. Puis, je ne sais pas si tu peux nous dire rapidement, t'en parlais, tu sais, comme ça existe dans d'autres provinces, il y a des travaux pour analyser les retombées, mais particulièrement par rapport aux services complémentaires, puis à cette gamme-là qui est censée être prévue dans les tribunaux. Est-ce qu'il y a des retombées positives? Alors, effectivement, on en sait peu sur qu'est-ce qui sera déployé. Puis c'est vrai que ça ne se fait pas par le biais d'une loi, ceci dit. C'est normal, ça ne se retrouve pas dans la loi, dans le projet de loi 91. Il faudrait qu'on voit les différentes annonces, les politiques, les investissements. Bon, à voir. Relativement aux gammes de services complémentaires, je l'ai dit tout à l'heure, puis je le répète, c'est fondamental, mais c'est fondamental dans un esprit cumulatif. Donc, il faut à la fois avoir des services variés, complémentaires, et des juges spécialisés, et un tribunal unique. Mais les retombées sont incontestables rendues là, à bien des égards, tant pour ce que les gouvernements aiment, c'est-à-dire la bonne gestion de l'administration de la justice, mais également pour les bénéfices auprès des familles qui vont obtenir des réponses, puis qui vont avoir des informations et un accompagnement à travers ce processus-là aussi. Je me suis faite brève. Mais justement, on peut peut-être quand même passer vite sur nos craintes qui sont qu'on a nommées là, à travers nos désillusions. Mais c'est sûr que de manière générale, nous, à la Fédération, on s'inquiète du fait que les gens connaissaient déjà peu leurs droits selon le type d'union. Là, si on ajoute en plus ce que Valérie nous a bien expliqué aujourd'hui, tu sais, le parcours différencié, ben, est-ce que ça ne va pas désorienter les familles? Puis même, est-ce que ça ne pourrait pas nuire là, au sentiment d'équité ou de justice? Écoutez, pour conclure, tournons notre regard vers l'avenir.
Il y a des élections qui s'en viennent. Ça pourrait faire l'objet de certaines pressions, de certaines mobilisations. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mobilisation qui est sollicitée en ce moment, ne serait-ce que pour conserver notre état du droit. Alors, à voir sur la capacité d'adaptation des groupes communautaires et des personnes. Après, discutons-en là, si vous le voulez bien là, pour la période de questions. Merci.